Eugénie Grandet, dans laquelle je vais lire quelques pages du roman Eugénie Grandet écrit par Balzac. Je fais la lecture de ce roman depuis un an, un truc comme ça, vu que je lis quelques pages chaque mois avec vous. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'aime bien faire de la lecture de livres, parce que ça fait un petit peu, on lit une histoire pour s'endormir ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans l'ASMR. Et en plus, l'avantage de ce livre, comme tous les livres anciens, c'est qu'ils sont libres de droit. Et on peut ainsi les lire en entier sans souci. Donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers ma vidéo précédente de lecture de ce livre. Des vidéos booktube que je fais où je donne mon avis sur des romans que je lis régulièrement. La playlist de ce roman-là et aussi d'autres romans que j'avais lus sur ma chaîne par le passé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va être vers la page 80 dans ce livre. Dans cette vidéo, pardon. Et on en est au moment où Monsieur Grandet essaie de convaincre d'autres personnes de s'occuper des créanciers de son défunt frère. Je crois qu'on en était en haut de la page, donc on va commencer comme ça. Minute ici, reprit le bonhomme. Lui disait quoi? Quelque chose comme ça. Monsieur Grandet de Saumur. Papa par ici. Monsieur Grandet de Saumur par là. Il aime son frère, il aime son neveu. Grandet est un bon parent et il a de très bonnes intentions. Il a bien vendu sa récolte. Ne déclarez pas la faillite. Assemblez-vous. Nommez des liquidateurs. Alors Grandet verra. Vous aurez bien davantage en liquidant qu'en laissant les gens de justice y mettre le nez. Hein? Pas vrai? Juste, dit le président. Parce que, voyez-vous, monsieur de Bonfond, pour vous voir avant de se décider, qui ne peut en toute affaire onéreuse, pour ne pas se ruiner, il faut connaître les ressources et les charges. Hein, pas vrai? Certainement, dit le président. Je suis d'avis, moi, qu'en quelques mois de temps, l'on pourra racheter les créances pour la somme et payer intégralement par arrangement. On mène les chiens bien loin en leur montrant un morceau de lard. Quand il n'y a pas eu de déclaration de faillite et que vous tenez les titres de créance, vous devenez blanc comme neige. Comme neige, répéta Grandet, en faisant un cornet de sa main. Je ne comprends pas la neige, mais cria le président. Écoutez-moi donc alors. J'écoute. Un effet est une marchandise qui peut avoir sa hausse et sa baisse. Ceci est une déduction du principe de Jérémie Bentham sur l'usure. Ce publiciste a prouvé que le préjugé qui frappait de réprobation les usuriers était une sottise. Ouais, fit le bonhomme.
ce qui représente l'argent devient également marchandise, reprit le président, attendu qu'il est notoire que, soumise aux variations habituelles qui régissent les choses commerciales, la marchandise, billet portant telle ou telle signature, comme tel ou tel article, abonde ou manque sur la place, qu'elle est chère ou tombe à rien. Le tribunal ordonne, tiens que je suis bête, pardon. Je suis d'avis que vous pourrez racheter votre frère pour 25 du sang. Vous le nommez Jérémy Bentham, un Anglais. Ce Jérémy-là nous fera éviter bien des lamentations dans les affaires, dit le notaire en riant. Ces Anglais ont quelquefois du bon sens, dit Grandet. Ainsi, selon Bentham, si les effets de mon frère ne valent pas, si je dis bien, n'est-ce pas? Cela me paraît clair. Les créanciers ne seraient pas, je m'entends. Laissez-moi vous expliquer tout ceci, dit le président. En droit, si vous possédez les titres de toutes les créances dues par la maison Grandet, votre frère ou ses soirs ne doivent rien à personne. Bien, bien, répéta le bonhomme. En équité, si les effets de votre frère se négocient, vous entendez bien ce terme, sur la place à tant de pourcents de perte, si l'un de vos amis a passé par là, s'il les a rachetés, les créanciers n'ayant été contraints par aucune violence à les donner, la succession de feu Grandet de Paris se trouve loyalement quitte. C'est vrai, les affaires sont les affaires, dit le tonnelier. Cela posé, mais néanmoins, vous comprenez que c'est difficile. Je n'ai pas d'argent, ni le temps, ni... Oui, vous ne pouvez pas vous déranger. Eh bien, je vous offre d'aller à Paris. Vous me tiendrez compte du voyage, c'est une misère. J'y vois les créanciers, je leur parle, j'atterre moi, et tout s'arrange avec un supplément de paiement que vous ajoutez aux valeurs de la liquidation, afin de rentrer dans les titres de créance. Mais nous verrons cela. Je ne peux pas, je ne veux pas m'engager sans que qui ne peut. Vous comprenez? Cela est juste. J'ai la tête cassée de ce que vous m'avez décliné là. Voilà la première fois de ma vie que je suis forcé de songer à deux. Oui, vous n'êtes pas jurisconsulte. Je suis un pauvre vigneron et ne sais rien de ce que vous venez de dire. Il faut que j'étudie ça. Eh bien, reprit le président en se posant pour résumer la discussion. Mon neveu, fit le notaire d'un ton de reproche en l'interrompant. Eh bien, mon oncle, reprit le président, laisse donc M. Grandet expliquer ses intentions. Il s'agit en ce moment d'un mandat important. Notre cher ami doit le définir congrin, je ne sais pas comment on dit, désolé. Un coup de marteau qui annonça l'arrivée de la famille des Grassins. Leur entrée et leur salutation empêchèrent Cruchot d'achever sa phrase. Le notaire fut content de cette interruption. Déjà, Grandet le regardait de travers, et sa loupe indiquait un orage intérieur.
l'embrasure de la fenêtre. Tu t'es bien suffisamment montré, mon neveu, mais assez de dévouement comme ça. L'envie d'avoir la vie t'aveugle. Diable, il n'y faut pas aller comme une corneille qui abat des noix. Laisse-moi maintenant conduire la barque. Aide seulement à la manœuvre. Est-ce bien ton rôle de compromettre ta dignité de magistrat dans une pareille? Il n'acheva pas. Il entendait M. des Grassins disant au vieux tonnelier en lui tendant la main: Grandet, nous avons appris l'affreux malheur arrivé dans votre famille, le désastre de la maison Guillaume Grandet et la mort de votre frère. Nous venons vous exprimer toute la part que nous prenons à ce triste événement. Il n'y a d'autre malheur, dit le notaire en interrompant le banquier, que la mort de M. Grandet junior. Encore, ne se serait-il pas tué s'il avait eu l'idée d'appeler son frère à son secours? Notre vieil ami, qui a de l'honneur jusqu'au bout des ongles, compte liquider les dettes de la maison Grandet de Paris. Mon neveu le président, pour lui éviter les tracas d'une affaire toute judiciaire, lui offre de partir sur le champ pour Paris, afin de transiger avec les créanciers et les satisfaire convenablement. Ces paroles, confirmées par l'attitude du vigneron qui se caressait le menton, surprirent étrangement les trois des Grassins qui, pendant le chemin, avaient médit tout à loisir de l'avarice de Grandet, en l'accusant presque d'un fratricide. « Ah, je le savais bien, s'écria le banquier en regardant sa femme. Que te disais-je en route, Madame des Grassins? Grandet a de l'honneur jusqu'au bout des cheveux, et ne s'ouvrira pas que ce nom reçoive la plus légère atteinte. L'argent sans l'honneur est une maladie. Il y a de l'honneur dans nos provinces. Cela est bien, très bien, Grandet. Je suis un vieux militaire, je ne sais pas déguiser ma pensée. Je le dis rudement. Cela est mille tonnerres, sublime. Ah, alors, sublime. Et puis bien cher, répondit le bonhomme pendant que le banquier lui secouait chaleureusement la main. Mais ceci, mon brave Grandet, n'en déplaise à monsieur le président, reprit des Grassins, est une affaire purement commerciale et veut un négociant consommé. Ne faut-il pas se connaître au compte de détours, des bourgs, calculs d'intérêt? Je dois aller à Paris pour mes affaires, et je pourrais alors me charger de... Nous verrions donc à tâcher de nous arranger, tous les deux dans les possibilités relatives, et sans m'engager à quelque chose que je ne vous voudrais pas faire, dit Grandet en bégayant, parce que vous, voyez-vous, monsieur le président me demandait naturellement les frais du voyage. Le bonhomme ne bredouilla plus ces derniers mots. Et, dit Madame des Grassins, mais c'est un plaisir que d'être à Paris. Je paierais volontiers pour y aller, moi. Et elle fit signe à son mari, comme pour l'encourager, à souffler cette commission à leurs adversaires coûte que coûte. Puis elle regarda fort ironiquement les deux Cruchot, qui prirent une mine piteuse. Grandet saisit alors le banquier par un des boutons de son habit et l'attira dans un coin. « J'aurais bien plus de confiance en vous que dans le président, lui dit-il. Puis il y a des anguilles sous roche, ajouta-t-il en remuant sa loupe. Je veux me mettre dans la rente. J'ai quelques milliers de francs de rente à faire acheter et je ne
veux placer qu'à 80 francs. Cette mécanique-là pèse, dit-on, à la fin des mois. Vous vous connaissez à ça, pas vrai? Pardieu, eh bien, j'aurai donc quelques 1000 livres de rente à lever pour vous. Pas grand-chose pour commencer. Modus, je veux jouer ce jeu-là sans qu'on en sache rien. Vous me concluriez un marché pour la fin du mois, mais n'en dites rien au Cruchot, ça les taquinerait. Puisque vous allez à Paris, nous y verrons en même temps, pour mon pauvre neveu, de quelle couleur sont les atouts. Voilà qui est entendu. Je partirai demain en poste, dit à haute voix Desgrassins. Et je viendrai prendre vos dernières instructions à quelle heure? À 5 heures, avant le dîner, dit le vigneron en se frottant les mains. Les deux partis restèrent encore quelques instants en présence. Desgrassins dit, après une pause en frappant sur l'épaule de Grandet: il fait bon d'avoir de bons parents comme ça. Oui, oui, sans que ça paraisse, répondit Grandet. Je suis un bon parent. J'aimais mon frère, et je le prouverai bien si ça ne coûte pas. Nous allons vous quitter, Grandet, lui dit le banquier en l'interrompant, heureusement avant qu'il n'achevât sa phrase. Si j'avance mon départ, il faut mettre en ordre quelques affaires. Bien, bien, moi-même rapport à ce que vous savez. Je vais me retirer dans ma chambre des délibérations, comme dit le président Cruchot. Peste, je ne suis plus monsieur de Bonfons, pensa tristement le magistrat, dont la figure prit l'expression de celle d'un juge ennuyé par une plaidoirie. Les chefs des deux familles rivales s'en allèrent ensemble. Ni les uns ni les autres ne songeaient plus à la trahison dont s'était rendu coupable Grandet le matin vers le pays vignoble, et se sondèrent mutuellement, mais en vain, pour connaître ce qu'ils pensaient sur les intentions réelles du bonhomme en cette nouvelle affaire. Venez chez madame d'Orsonval avec nous, dit Desgrassins au notaire. Nous irons plus tard, répondit le président. Si mon oncle le permet, j'ai promis à mademoiselle Gribeaucourt de lui dire un petit bonsoir, et nous nous y rendrons d'abord. Au revoir. Donc, messieurs, dit madame Desgrassins, et quand les Desgrassins furent à quelques pas des deux Cruchot, Adolphe dit à son père: il fume joliment, hein? Tais-toi donc, mon fils, lui répliqua sa mère. Ils peuvent encore nous entendre. D'ailleurs, ce que tu dis n'est pas de bon goût et sans l'école de droit. Eh bien, mon oncle, s'écria le magistrat quand il vit les Desgrassins éloignés, j'ai commencé par être le président de Bonfons, et j'ai fini par être tout simplement un Cruchot. J'ai bien vu que ça te contrariait, mais le vent était aux Desgrassins. Es-tu bête avec tout ton esprit? Laisse-les s'embarquer pour un. Nous verrons du père Grandet, et tiens-toi tranquille, mon petit. Eugénie n'en sera pas moins ta femme. En quelques instants, la nouvelle de la magnanime résolution de Grandet se répandit dans 3 maisons à la fois, et il ne fut plus question dans toute la ville que de ce dévouement fraternel. Chacun pardonnait à Grandet sa vente faite au mépris de la foi jurée entre les propriétaires, en admirant son honneur, en vantant une générosité dont on ne le croyait pas capable.
s'enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour le météore du moment, pour les bâtons flottants de l'actualité. Les êtres collectifs, les peuples, seraient-ils donc sans mémoire? Quand le père Grandet eut fermé sa porte, il appela Nanon. Ne lâche pas le chien et ne dors pas. Nous avons à travailler ensemble. À 11 heures, Cornoiller doit se trouver à ma porte avec le berlingot de Froidfond. Écoute-le venir afin de l'empêcher de cogner et dis-lui d'entrer tout bellement. Les lois de police défendent le tapage nocturne. D'ailleurs, le quartier n'a pas besoin de savoir que je vais me mettre en route. Ayant dit, Grandet remonta dans son laboratoire où Nanon l'entendit, remuant, fouillant, allant, venant, mais avec précaution. Il ne voulait évidemment réveiller ni sa femme ni sa fille, et surtout ne point exciter l'attention de son neveu, qu'il avait commencé par maudire en apercevant de la lumière dans sa chambre. Au milieu de la nuit, Eugénie, préoccupée par son cousin, crut avoir entendu la plainte d'un mourant, et pour elle, ce mourant était Charles. Elle l'avait quitté si pâle, si désespéré. Peut-être s'était-il tué. Soudain, elle s'enveloppa d'une coisse, espèce de pélice à capuchon, et voulut sortir. D'abord, une vive lumière qui passait par les fentes de sa peur lui donna peur du feu. Puis, elle se rassura bientôt en entendant les pas pesants de Nanon et sa voix mêlée au hennissement de plusieurs chevaux. Voilà, eh bien écoutez, on va s'arrêter ici pour la lecture de ce soir. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti d'écouter cette histoire. Je vous retrouve dans quelques semaines pour la suite de la lecture de ce roman. D'ici là, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos. Sachant que le mercredi, ça se passe sur ma chaîne secondaire avec des vidéos qui sont sans chuchotement, pardon. J'avais mal commencé ma phrase. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.